Je déclare donc ouverte l'Assemblée générale de la Fédération des hôtels de France. Avant de commencer, s'il vous plaît, je vous propose de vous lever et d'observer quelques instants de silence en hommage à nos soldats en OPEX et à nos anciens de toutes les générations du feu. Soldats, nous avions l'habitude d'attendre, mais peu à peu, nous découvrons que leur rire clair, nous ne l'entendrons jamais plus. Nous découvrons que ce jardin-là nous est interdit pour toujours. Alors commence notre deuil véritable, qui n'est point déchirant, mais un peu amer. Rien jamais ne remplacera les compagnons perdus. Je vous remercie. Je propose de vous présenter pendant 1 heure environ un survol rapide de notre outil de défense face aux menaces actuelles et à venir. Un survol rapide également sous forme d'aperçu critique de la politique réservée aux anciens combattants. Il y aura une conclusion sous forme d'une petite histoire qui rejoint la grande histoire. Ce survol a bien sûr des défauts. Déjà par lui-même, c'est seulement un survol, donc des pans entiers ne seront pas analysés ni même commentés. En outre, il est présenté par un homme seul, presque sédique, d'où l'impression de partialité qui peut apparaître ici ou là. Le seul mérite peut-être qu'on va retrouver dans ce propos, c'est qu'il fait preuve quelquefois de bon sens. Un général en activité, un général d'armée, a déclaré: l'armée possède un matériel de première qualité. Nous bénéficions d'une dissuasion de premier ordre. Le haut commandement est remarquable. Nos soldats ont un moral excellent. Nous agissons dans un contexte d'opération militaire et non pas de guerre. Il s'agissait du général Weygand, en juillet 1939. Quelques mois plus tard, la France subissait, lors d'un combat de haute intensité mais très bref, la plus grande et la plus humiliante défaite de son histoire. Un général d'armée en activité a déclaré: l'armée de terre est moderne. L'armée de terre est bien équipée. Elle se prépare à de nouveaux types de combats. Notre commandement du combat futur et notre capacité à nous adapter à de nouvelles conflictualités nous permettront de vaincre dans tous les espaces. Il s'agit du chef d'état-major de l'armée de terre française qui s'exprime ainsi dans sa lettre de décembre 2023. Je ne résiste pas à vous lire une partie de cette lettre qui s'intitule « Vers l'armée de terre de combat ». Déjà dans le titre, ça nous interpelle. On peut se demander si l'armée auparavant n'était pas une armée d'opérer. Une armée de terre au cœur des opérations, qui veut renforcer la souveraineté et fédérer nos partenaires. Dans cette lettre, le chef d'état-major de l'armée de terre ne parle pas d'adversaire, ni même d'ennemi, il parle de compétiteurs. L'armée de terre est d'ores et déjà, je continue à citer, en ordre de marche pour mettre en œuvre une stratégie partenariale rénovée. Vous allez voir tous les termes qui s'accumulent. Combinant un socle réduit, intimement intégré avec les forces partenaires, au sein de bases mutualisées.
présentant une offre de formation augmentée en Afrique et en France, avec des aptitudes spécialisées en combat d'hybridité. Souvent, maintenant, est associé guerre hybride. Pourquoi ajouter cet adjectif au mot guerre, qui est toujours par définition sur le terrain hybride, puisqu'elle peut présenter diverses variétés de combats. Il veut aussi développer des équipes d'expertise et d'appui aux industriels, ainsi que des renforcements réactifs, entraînés et modulaires en mode plug and play. C'est pris dans cette lettre. Il cite encore la loi de programmation militaire est très ambitieuse, celle qui va s'étaler entre 2024 et 2030, avec l'allocation de 413 milliards d'euros. Ça constitue pour lui un signal fort de la prise en compte par la nation de cette nouvelle ère stratégique et de l'impératif de disposer d'un outil de défense à la hauteur de ses ambitions. Cet effort de la nation nous oblige. Il s'agit de permettre à la France de tenir son rang de puissance d'équilibre et de vaincre dans les combats de demain, dont la physionomie projetée oscille entre rupture et constante. Si vous arrivez à comprendre cette lettre, je vous félicite. Je vais me livrer maintenant, rapidement bien sûr, à la description un peu de notre outil de défense actuel. Nous avons une armée de terre qui comporte à peu près 121 000 personnels, dont seulement 77 000 consistent en une force opérationnelle. Cette force opérationnelle est articulée autour de 2 divisions qui comportent peu ou prou 5 ou 6 brigades, y compris la brigade Francois. Je ne parle pas ici des forces spéciales, qui sont à peu près d'un volume de 5 000 hommes, interarmés, qui je ne les compte pas parce que ce n'est pas une force d'infanterie, c'est une force qui est chargée de réaliser au niveau stratégique des opérations de coup de poing. Donc, je ne les compte pas comme ça. Donc, si vous voulez, voici le détail. En les années 60, l'armée de terre comportait 700 000 hommes. Bien sûr, il y avait à peu près 350 000 hommes, 350 000 professionnels. Nous avions, dans les années 70, 1400 chars moyens, et la disponibilité opérationnelle de ces chars avoisinait 95%. Donc la maintenance est très très bien effectuée. Aujourd'hui, nous disposons de 200 chars, donc 50% ne sont pas opérationnels. Si on fait le compte des forces armées de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la France, c'est inférieur à ce que la France présentait comme effectif immatériel en 1990. Dans la lettre du Sénat et du SEMA, aucune notion concernant l'augmentation des effectifs. Sauf à dire, nous montrons sa réserve à 100 000 hommes, qui est une vue de l'esprit. Compte tenu que nous n'avons pas l'infrastructure, que nous n'avons pas les formateurs et que nous n'avons pas l'armement correspondant. En aucun cas, en fait, on le dit, augmenter les effectifs. Et alors,
ici, on interroge l'Église des armées. Et il dit, pourquoi aurions-nous des centaines de canons modernes? Pourquoi aurions-nous des centaines de chars modernes, puisque nous n'avons pas d'effectifs pour les armes? Le chef d'état-major de la marine dit, j'aimerais bien avoir un deuxième porte-avions, pas celui qui va remplacer le char de Gaulle, mais le porte-avions du haut. Mais je n'ai pas d'équipage pour l'armée. Donc en fait, il nous présente cet état de fait. C'est un raisonnement qui est logique en apparence, mais il est délibérément conçu pour tromper. Et il aboutit à une conclusion inadmissible. Certains appellent ça un sophisme. Voici pour l'anglais. Pour la marine. C'est malheureux, hein, de dire des choses comme ça. Mais notre force d'action navale comporte 82 bâtiments de combat, dont 19 seulement de premier rang, c'est-à-dire des frégates, des porte-avions, des corvettes, des bâtiments de projection de force, force hélicoptère. Dans le programme des corvettes, il avait été prévu d'en fabriquer 17. Nous n'en avons que 8 et 6 corvettes. En fait, les frégates, ce sont des destroyers. Ce sont des bâtiments de 6 à 7 000 tonnes, c'est tout. Et dans cette force, il y a bien sûr 4 sous-marins. Sous-marins et 6 sous-marins nucléaires d'attaque. La marine a seulement 42 000 personnels et 7 000 réservistes. Nous avons le deuxième espace maritime mondial, mais nous sommes au 7e rang des marines de guerre. Donc, usure prématurée de ces frégates, de ces corvettes qui sont employées un peu partout sur le continent, les espaces océaniques, et qui s'usent, dans des maintenances de plus en plus longues et des indisponibilités de plus en plus longues. En fait, leur force navale ne répond pas aux impératifs sur tous les théâtres. Le porte-avions Charles de Gaulle sort d'une maintenance de plusieurs mois, et entre 2025 et 2027, il aura une grande maintenance de 18 mois. Donc espérons que nos adversaires, nos compétiteurs, n'interviendront pas entre 2025 et 2027. Une leçon a été tirée de l'attaque de nos frégates, des cargos des pétroliers en mer Rouge. Et on a vu qu'avec un drone de quelques milliers d'euros, il fallait lancer un missile Aster qui vaut des millions d'euros pour l'abattre. Nos frégates ne sont pas équipées pour faire un dôme de feu et d'acier au-delà de 2000 mètres et en dessous pour couvrir justement ces petits drones qui viennent nous assaillir. Elles n'ont pas d'artillerie légère suffisante. C'est un peu comme si les Américains, pendant la guerre du Pacifique, ne pouvaient pas abattre et se protéger des avions kamikazes qui arrivaient à 600 à l'heure avec 500 kg d'explosifs. Nous avons quelques canons de 40 sur chaque frégate, des mitrailleuses légères, quelques missiles Simrad qui font illusion, mais il n'y a pas de couverture. Donc ces frégates ne sont pas armées et disposées pour la guerre actuelle, contre les pirates et contre les rebelles du Yémen.
l'armée de l'air. Nous avons 194 avions de chasse, principalement des Rafales, mais aussi 90 Mirage 2000, qui participent aussi à la dissuasion. Nous aurons seulement 42 avions de transport, des A400M et des Hercules américains. Nous avons seulement 70 hélicoptères. Et la protection solaire est peu assurée par des Crotales et des missiles même. L'armée de terre aussi n'a que 41 000 personnels et 5 000 réservistes. Sur un autre sujet, Napoléon, je vais citer des fois des Homilius, ou bien émailler aux Homilius. Il y aura Napoléon III, M. Pompidou, Gillot, Perret, Charles de Gaulle, par exemple. Alors, Napoléon disait, en 1793, on peut rester jusqu'à 36 heures sans manger, mais on ne peut rester 3 minutes sans poudre, et des canons qui arrivent 3 minutes trop tard n'arrivent pas à temps. Alors profitons de cette déclaration intemporelle pour examiner une faille majeure dans notre système de défense, le démantèlement, en particulier de notre industrie de munitions de petit calibre. La France a été jusqu'en 2018 le leader mondial des machines de production de petit calibre, Manurhin. Malgré ses savoir-faire et cette qualité, l'État décide de faire jouer le marché et abandonne sa participation de premier actionnaire de l'entreprise. Ainsi, l'État poursuit sa politique mercantile menée depuis 25 ans. Cette politique considère le budget des armées comme variable d'ajustement au budget général et la production de munitions comme variable d'ajustement au sein des armées. Aveuglé par l'illusion de la paix éternelle et de ces funestes dividendes, déjà déclarés en 1989 par un Premier ministre qui est actuellement président du Conseil constitutionnel, les politiques ont considéré que les achats à l'étranger redeviendraient moins chers qu'une production nationale. C'est notamment la logique qui a prévalu en 1999 lors de la fermeture du GIAP Industrie. Compte tenu des émissions successives de l'État, pour ce qui concerne des munitions de petit calibre, la France est dépendante des firmes aux USA, en Allemagne, au Royaume-Uni et même au Brésil. Nous rappelons qu'en matière de relations internationales, il n'existe pas d'alliés, mais seulement des intérêts. En cas de guerre, alliances et partenariats ne tiennent plus. La seule constitution de stock ne permettra pas d'assurer la défense et la sanctuarisation du territoire. La relance de l'industrie de production nationale de munitions de tout calibre est primordiale. Les guerres conventionnelles qui se déroulent en Ukraine, consommatrices d'une quantité de munitions colossale quotidiennement, devraient inciter l'autorité politique et les chefs d'état-major, qui sont normalement les conseillers politiques, dans le contexte de l'affrontement de cette activité à privilégier d'urgence la mobilisation vers la transformation de nos capacités industrielles existantes à cette fin, comme ce fut le cas en 1914 et en 1918. En conclusion, il est désormais acquis compte tenu des insuffisances accumulées depuis 40 ans dans tous les domaines. Il faut procéder à une révision rapide, complète et en profondeur de notre concept de défense. Donc voilà les propositions. En ce qui concerne l'armée de terre, il est vital de constituer un corps aéroterrestre de 300 000 hommes par rapport aux 77 000, équipé en quantité d'armements puissants et modernes, 1200 chars, 300 canons César
blindés et à signature furtive, 400 lance-roquettes multiples, une défense anti-aérienne et anti-char conséquente, une flotte de 300 hélicoptères de combat, de manœuvre et de transport. Le chef d'état-major de l'armée de terre consulté il y a un an dit « Je n'ai pas besoin d'hélicoptères. » Il en a besoin. C'est un sénateur. En général, ne pensez-vous pas à acquérir des chaluts, par exemple, nous ont servi au Mali, l'armée britannique, des 2 chaluts. Non, j'en ai pas. Donc, combat, manœuvre, transport et la significative des soutiens commissariats de santé. En ce qui concerne l'armée de l'air, elle n'a pas la quantité pour soutenir un choc dans la durée. Son format a souffert au profit de l'export. On ne supporte plus l'avion de chasse et pour notre utilisation. En outre, la livraison d'une centaine de rafales perçues seulement en 15 ans s'est avérée insuffisante en volume et en rythme. La cible fixée à 185 appareils pour 2030 est un minimum à comparer aux 600 chasseurs que nous avions en 1991. Actuellement, le volume est de 159 appareils répartis entre aéronaval et armée de l'air, avec un taux de disponibilité de 60%. Nous jouons donc avec le feu, car en cas de crise majeure, la moitié de la flotte serait sanctuarisée pour la dissuasion. Et nous n'aurions plus, alors, la supériorité aérienne. Je ne parle pas de l'appui au sol, il existe. Nos forces terrestres et navales seraient neutralisées avant même de pouvoir intervenir. Pour ce qui intéresse la marine, si elle se contente, comme c'est le cas depuis des années, de l'effort à minima, c'est-à-dire en remplacement un pour un des bâtiments en service sans déploiement de moyens supplémentaires de haut niveau, îles marins, nucléaires d'attaque, frégates, corvettes, porte-avions, avions de surveillance, drones sous-marins et des effectifs portés à 80 000 hommes, il faudrait doubler l'effectif de l'oral. Elle montrera une extrême faiblesse dans un monde marqué par le retour à la guerre navale classique, étendue à tous les océans et mers du globe, et le primat de la force sur le droit, exposant la marine au déclassement et aux menaces, entrave du commerce international, dans le droit, avec la mer Rouge, où les bateaux de commerce sont obligés de faire un grand tour, 13 000 km de plus, par le cap de Bonne-Espérance. Sabotage de gazoducs et de câbles de communication, action accrue de piratage auquel elle ne pourra pas répondre simultanément avec le maximum d'efficacité. La prise en compte trop tardive de l'éventail des menaces. On vient juste de se réveiller par rapport à l'éventail des menaces. L'inadéquation du budget de défense sans cesse remis en cause et amendé à la note. On conduit notre pays à une impasse. Sans méconnaître les efforts accomplis, la pression des événements. Jamais le budget n'a été fait pour anticiper les événements. Dans le but de renforcer notre outil de défense, celui-ci demeure très insuffisant à hauteur de 2% du PIB. S'il n'est pas porté à 4% du PIB en constante, sans amendement, afin de développer à marche forcée l'économie de guerre, donc le président de la République a parlé d'économie de guerre, capable de permettre à nos forces armées de mener avec succès un combat de haute intensité, c'est la guerre en fait, combat de haute intensité, traduit guerre. Mais on ne veut pas mettre le mot guerre, on ne veut pas mettre le mot ennemi, on ne veut pas mettre le mot adversaire. Il est certain qu'à compter de 2025, si nous sommes impliqués dans un conflit majeur, nous n'en sortirons pas vainqueurs.
nos forces terrestres, si elles devaient attaquer de façon conventionnelle, ne pourraient tenir un front de 80 km. Et nous serions balayés en quelques jours. S'agissant des effectifs, on revient aux effectifs, mais personne ne parle. Nous apprenons que 30 000 recrutements sont envisagés. Ce volume, à première vue significatif, se voit réduit seulement à 1500, 2000 postes nets qui seront répartis dans les domaines de la cyberdéfense, du renseignement, le soutien aux exportations et enfin aux unités opérationnelles. Nous avons supprimé la 50e compagnie de chaque régiment d'infanterie de marine pour pouvoir tenir les effectifs. Donc même avec la guerre à l'Est, nous dégarnissons les unités de combat au profit certainement d'état-major et de services indispensables, comme la cyberdéfense par exemple, ou le renseignement. Il faut renseignement. Alors, je pense ça. Entre 2008 et 2014, les effectifs de nos armées sont passés de 241 000 à 203 000. À l'heure actuelle, ils n'atteignent toute armée que 208 000 personnels aux côtés de 63 000 personnels civils. Voilà donc le bilan de notre outil de défense. Vous voyez qu'il n'a pas quoi être fier. Un autre concept aussi, on a parlé des effectifs, mais on n'en parle pas. Maintenant, ce qu'on veut nous inculquer, c'est que non, il n'y a pas besoin de masse. La masse au combat n'est pas indispensable. Il faut maintenant de la cohérence. Comme si nous avions manqué de cohérence. Et si la cohérence ne pouvait pas s'allier à la masse. La guerre en Ukraine fait appel à ces deux qualités, masse et cohérence. Sinon, il n'y a pas d'action de rupture dans ce conflit. Mais c'est l'idée, maintenant, la dictature de la pensée unique, c'est qu'on ne parle pas d'effectifs et on oppose la cohérence à la masse. Alors, en fait, le plus grave défaut du haut commandement militaire, c'est la paresse intellectuelle qui obère tous les restes. Cette dictature de la pensée unique est intolérable. Alors, le monde combattant, je vais commencer par une citation. Saluer le blessé. Saluer le blessé. Surtout après la guerre, font l'uniforme qui aujourd'hui le cours des lois n'attirera plus vos regards. Demain, plus que jamais, ce glorieux mutilé, ce glorieux blessé, aura besoin de savoir qu'il n'est pas oublié et confondu. André Maginot. André Maginot. Maginot est surtout connu pour la ligne Maginot, mais c'est autre chose, Maginot. En 1914, il est député de la Moselle, secrétaire d'État à la guerre. Néanmoins, à l'âge de 37 ans, il s'engage comme simple soldat dans un régiment d'infanterie territoriale. Il participe au cours de la bataille de Verdun à de nombreux coups de main. Sergent, il est blessé brièvement en novembre 1914. La paix revenue, il peut parler en confiance aux anciens combattants. Il a l'expérience du combat. Il devient ministre des pensions, ministre de la guerre, et son sens de l'organisation, sa sensibilité du blessé de guerre et son sens de l'humain, il les met au service des autres. En un mot, délaissant la mesquine gestion comptable que nous connaissons aujourd'hui,
Il privilégie la reconnaissance de nos anciens combattants et à travers eux, l'amour de leur patrie. Depuis 1918, depuis 2018, le budget consacré au monde combattant est passé d'un peu plus de 3 milliards d'euros à un peu moins de 1,8 milliard d'euros. Le 4 février 2022, un décret est paru modifiant les modalités de la fixation du point d'indice des pensions militaires d'invalidité. Ce point conditionne, bien sûr, tous les montants de pensions militaires d'invalidité. La retraite du combattant, des pensions, il conditionne. Après étude, on a regardé tout le texte. Le décret nous est apparu comme un carcan administratif d'une complexité diaboliquement calculée, destiné essentiellement à différer sur le moyen terme les augmentations éventuelles de points, de telle sorte que le décalage cumulé entre inflation et revalorisation de ce point, déjà abyssal, soit une nouvelle fois accru. Alors, maintenant on avait cité les lettres du Sénat pour ces termes incompréhensibles. Je vous cite juste une phrase des conditions d'augmentation de ce décret. Alors voilà ce qu'il dit. La valeur du point est ainsi fixée annuellement à compter du 1er janvier 2024. Elle est indexée sur l'évolution cumulée et constatée de l'indice. Écoutez bien. Elle est indexée sur l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique du 3e trimestre de la pénultième année au 2e trimestre de l'année précédente inclus. Ça, c'est pas des choses à faire, c'est pas des choses à dire, c'est une tromperie, c'est un mépris envers l'essentiel de la Constitution. Parce que ça camoufle une volonté délibérée de baisser à chaque fois le budget consacré aux anciens combattants. Il est important de noter que la baisse régulière du budget est disproportionnée par rapport à la baisse budgétaire engendrée par la seule disposition physique des éléments de vente. Bien sûr, on devrait donc profiter pour garder un budget constant et allouer à ce qui reste, eh bien, ce qui demande. Ainsi, en l'espace de 5 années, si la baisse du allocataire a été de 38%, le budget, quant à lui, a été amputé de plus de 47%. Et je vous donne juste un petit exemple après. Donc, une pension militaire d'invalidité, 100%, attribuée aux bénéficiaires du statut de grand mutilé, correspondait au 1er janvier 2005 à 93% du SMIC. 93% du SMIC. Au 1er janvier 2021, la même pension ne représente plus que 78% du SMIC. D'où une baisse de 15%. Et tout ça en catimini. Le gouvernement qu'on raconte est tenu par le sentiment du devoir silencieux. Nous sommes tous trop silencieux. Il est paralysé, nous le combattants, par l'éducation reçue, par la discipline inculquée, dans les questions actives, nous avions une discipline utile, mais maintenant, elle n'est pas utile du tout. Cette attitude le dessert, d'autant qu'il est sans soutien médiatique. Qui va s'intéresser aux anciens combattants? Sans appui parlementaire. Quand nous demandons à un député ou à un sénateur d'agir, il fait bien une lettre au secrétaire d'État ou au ministre des Armées. On lui répond que c'est une lettre type.
Il ne relance pas pour avoir vraiment satisfaction sur le fond. Et il est ce monde combattant souvent trahi par les associations officielles, courtisanes, censées le représenter et le défendre. Exemple. La secrétaire d'État aux anciens combattants, précédente à celle qui existe maintenant, a reçu, à l'hôtel de Brienne, toutes les associations officielles autour d'un endroit. Le message donné par les anciens combattants présents, c'était merci beaucoup, Madame la ministre. Merci pour votre implication. Merci pour votre attention à notre égard. Merci pour votre bienveillance. Les associations trahissent la confiance de l'adhérent crédule. Bafouant le devoir de reconnaissance, elles trahissent à la fois l'esprit et l'œuvre de Georges Clemenceau et Dom Pelagion. Les représentants de ce groupe d'associations toutes ont dû, au regard des indignes résultats obtenus en 5 années au prix d'interminables et mesquines négociations, osent remercier la secrétaire d'État pour son implication, son attention, sa bienveillance. Eh bien, tant pis pour nous. Alors en conclusion, je vais vous raconter une histoire, petite histoire, qui rejoint la grande histoire. En 1853, une escadre américaine, commandée par le commodore Matthew Perry, qui est capitaine de vaisseau, mais cette escale à Tokyo s'appelait Edo, siège du pouvoir effectif conduit par les shoguns. Il est porteur d'une lettre signée par le président des États-Unis. Cette lettre, courtoise, bien sûr, et attentionnée, placée avec solennité dans une boîte en bois de palissandre ornée de filets d'or, disait ceci. De par vos lois ancestrales, vous faites du commerce essentiellement avec les Chinois et les Hollandais. Mais à mesure que l'état du monde change et que de nouveaux pays se forment, il semble sage de temps en temps de faire de nouvelles lois. Et les USA font partie de ces nouveaux pays sur la scène mondiale. Notre territoire s'étend d'un océan à l'autre. La Californie est située juste en face de notre domaine. Nos bateaux à vapeur peuvent faire la traversée en 18 jours. Nos deux nations, donc, auraient intérêt à établir entre elles des relations amicales fondées sur le respect mutuel et à échanger les marchandises. Ah. Cette lettre s'accompagnait d'un cadeau. Il s'agissait d'un rectangle de tissu blanc. Le commandeur Perry défia le tissu blanc devant les yeux perplexes des Japonais, en leur expliquant que le président espérait vivement que l'empereur réponde positivement à sa demande. Mais que si par malheur la réponse était négative, ce serait la guerre. Et dans ce cas, ce tissu blanc servira à capituler. En dépit d'une telle arrogance pouvait laisser croire, Perry n'avait pas le profil d'une telle bouillette. Officier supérieur proche de la soixantaine, il était apprécié dans la marine pour ses talents d'organisateur. Toute ressemblance avec un personnage distant fort. Et il n'agissait pas par provocation, mais en vertu d'une évaluation précise des enjeux et des risques. Avec le Japon, il est arrivé à la conclusion qu'il ne servait à rien de
se montrer docile et révérencieux. Pour se faire respecter, il devait donner l'apparence d'une totale confiance en soi, comme s'il ne craignait rien et que ses hôtes avaient au contraire tout à craindre s'il s'avisait de le contrarier. Sa méthode de petit officier de marine s'avéra particulièrement efficace. Un an après, un accord fut signé permettant aux USA de devenir une grande puissance et mettant fin à l'isolement de la belle couleur. Nous devons notre liberté de penser. Nous devons notre liberté d'action à des hommes qui ne plient pas, qui ne s'agenouillent pas, ne se soumettent pas. Charles de Gaulle, pour la France, par la force, nous agissons. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie.